Les cavernes murmurantes d'Ernest Delannoy. Texte reconstitué par les moines de l'abbaye de Flaux-Martyr à partir d'un parchemin fragmentaire retrouvé le 13 septembre 1597 à l'orée est de la forêt de Mérigny, aux côtés d'un très curieux ossement et d'un antique glaive romain datant du Haut Empire. Alors que mes deux compagnons, Amaury et Jehan, et moi-même, Humbert d'Ornans, nous rendions dans l'antique ville de Cœurvieux pour commencer notre cursus à l'université de Saint-Martel, une merveilleuse apparition vint troubler la monotonie de notre voyage. Nous venions de quitter les derniers contreforts du Rouvre et son charmant castel en direction de Maulieu au campanile séculaire, et nous empruntions désormais la route qui longe la vieille et sinistre forêt de Mérigny. Nos discussions tournaient peu ou prou autour de notre destination, car nous avions hâte de contempler Cœurvieux, où les vestiges gallo-romains se disputent l'horizon avec les hautes maisons à colombages et le magnifique clocher de la collégiale Sainte-Clotilde. Au détour d'un petit hameau, 3 magnifiques jouvencelles étaient affairées au lavoir qui bordait la route. Jehan les fixa benoîtement et rougit. Je fis mine de ne pas les voir, et Amaury, fidèle à lui-même, les interpella et s'engagea dans une tirade d'une galanterie convenue qui confinait à la parodie. Les jeunes créatures gloussèrent aimablement, et lorsqu'Amaury les approcha, elles se hâtèrent de se cacher derrière le lavoir. L'entreprenant jouvenceau, déconfit, reprit courage lorsque l'une d'elles passa la tête hors de sa cachette et lui lança une œillade enjôleuse suivie d'un radieux sourire avant de se précipiter dans le pré avec ses 2 amis. Amaury n'hésita pas un instant et lança son cheval au galop après elle. Amaury ! Je le rappelai à l'ordre, Amaury ! et Jehan protestait que cela ne ferait que nous retarder davantage, mais rien n'y fit. Quel bonheur ! Amaury avait toujours eu un tempérament explosif, Amaury ! changeant comme la flamme. Il se passionnait d'un rien, ne se fiait qu'à lui-même, et était prompt à s'emporter pour la moindre offense, réelle ou imaginée. Nous attendîmes un certain temps, et comme notre fougueux compagnon ne revenait pas, nous partîmes en soupirant dans la direction qu'il avait empruntée. Ce n'est qu'après avoir gravi la butte derrière le pré que nous nous retrouvâmes à contempler l'orée d'une immense forêt, aux frênes colossaux et aux chênes sans âge. Jehan, apeuré, murmura que c'était la maudite Mérigny au sang maléfice, avant de cracher pour conjurer le sort tel un paysan ignare. Et je dois reconnaître que cette vision me laissa une impression inqualifiable, comme si je m'étais subitement retrouvé au pied d'une montagne. Quelque chose me chuchotait que Marigny se dressait là depuis des temps immémoriaux, et qu'elle se dresserait toujours là dans des âges lointains. Revenant à l'instant présent et au problème plus trivial qui me préoccupait, j'inspectais les environs à l'aide de Jehan. Nous ne vîmes personne, mais aperçûmes des traces menant, à notre grande âme, directement dans la forêt. Nous en approchant presque à reculons, nous repérâmes le cheval d'Amaury, la bride attachée à un piquet. Ce dernier surgit soudain des sombres frondaisons et nous cria de le rejoindre, que les garces nous provoquaient, mais qu'elle se ferait docile une fois dressée et qu'elle s'amusait à se cacher dans l'obscurité des bois. Elle n'avait de toute façon pas pu aller bien loin, et nous n'avions, selon lui, qu'à le suivre. Nous tentâmes une fois de plus de le raisonner, mais il n'écouta pas et disparut derechef derrière les branches grises et noueuses. Par dépit, je soupirai longuement. Enfin, je démontai et attachai mon cheval à côté du sien, et enjoignis Jehan à faire de même, mais le pauvre homme redoutait ces bois légendaires. Quant à moi, qui n'avais cure des superstitions campagnardes, je montrai ma répugnance face à la couardise de Jehan,
l'admonestait et arguait que l'éventuel danger représenté par la forêt n'était qu'une raison de plus pour ne pas laisser Amaury y pénétrer seul. Si seulement je l'avais écouté. Mais le pauvre bougre se laissa convaincre. J'avais toujours été le meneur de notre petite bande, et il eut finalement confiance en mon jugement. À contre-cœur, il me suivit dans la forêt. Et notre destin bascula à tout jamais. Inexplicablement, notre entrée dans la forêt ne fut pas si effrayante. Les bois étaient étrangement accueillants et une bonne odeur de frais et de nature inondait nos narines, tandis qu'une agréable brise nous caressait doucement la peau. Assez vite, nous perçûmes des ricanements et nous nous précipitâmes sans attendre dans leur direction. Nous fûmes ainsi petit à petit baladés et attirés plus profondément dans la forêt. Et nous tombâmes sur Amaury, désespéré car les donzelles lui avaient échappé. Nous lui rappelâmes à nouveau notre engagement auprès de l'université. Il protesta et se mit même en colère, frustré d'avoir été ainsi éconduit, alors qu'il avait cru que les jouvencelles ne faisaient que le taquiner. Mais, fidèle à lui-même, il se calma vite et sous-entendit par son attitude que c'était Jehan et moi qui avions ralenti la troupe. Nous le laissâmes se justifier comme il le souhaitait, du moment qu'il nous suivait bien hors de la forêt. La diatribe sotte et interminable qu'Amaury nous servit nous divertit alors que nous marchions, et c'est lorsqu'il s'arrêta enfin de parler que nous réalisâmes tous les trois que nous aurions dû être sortis des bois depuis un moment déjà. Nous pressâmes alors le pas tandis que l'inquiétude nous gagnait. Toujours la forêt. Nous nous efforçâmes d'avancer en ligne parfaitement droite sur plusieurs minutes. Toujours la forêt. Nous revînmes enfin sur nos pas. Rien n'y fit, nous tournions vraisemblablement en rond dans la forêt. Nous nous arrêtâmes pour faire le point, mais rien n'en ressortit, mis à part d'interminables jérémiades de Jehan et de futiles bravades d'Amaury. Je ne saurais décrire plus avant nos pérégrinations initiales dans ce maudit endroit, d'autant plus que mon esprit refusait catégoriquement toute explication surnaturelle. Je restais parfaitement convaincu que nous avions tout simplement perdu notre chemin, rien de plus. Amaury, dans sa vision totalement narcissique du monde, n'y voyait qu'une farce élaborée à son encontre, une sorte de piège tendu par les trois jouvencelles pour je ne sais quelle obscure raison. Et Jehan nous voyait victimes d'un enchantement diabolique tissé par quelque sorcière ou farfadet. Je le revois geindre comme un bambin souffreteux. Oh, comme je le détestais à ce moment-là! Malheureusement, la suite des événements lui donna raison. Et tout compte fait, je me demande si Amaury aussi n'avait pas décelé une part de vérité malgré lui. La nuit s'abattit sur la forêt en même temps qu'un violent orage d'été. Les trombes d'eau nous prirent de court, et le couvert des arbres ne suffisait pas à nous protéger. En quelques instants, des torrents bouillonnants couraient entre les racines, nous forçant à chercher frénétiquement un abri. Je m'en souviens distinctement, car cette situation terre-à-terre détourna momentanément mon attention de la peur grandissante de nous perdre à jamais dans cette forêt et de nous retrouver les proies d'un mal indéfinissable. C'est Amaury qui nous héla, et nous eûmes le plus grand mal à l'entendre dans la tempête. Nous le rejoignîmes enfin à l'entrée d'une grotte, et le félicitâmes pour sa trouvaille opportune avant de nous y engouffrer sans même hésiter. Dans la nuit et la pluie battante, je n'avais cependant pas réalisé la taille de cette caverne. Hors d'atteinte des éclaboussures de cette pluie diluvienne, des morceaux de bois sec jonchaient l'entrée de la grotte. Nous en réunîmes un joli fagot et trouvâmes un endroit propice pour y allumer un feu. Après moult tentatives infructueuses et crises de nerfs d'Amaury,
Nous éprouvâmes un immense soulagement d'enfin voir surgir des flammes qui léchèrent le bois craquant. Vint alors mon dernier souvenir vaguement plaisant, tandis que nous nous séchions et nous réchauffions tout en racontant gaillardement des fables dans lesquelles nous sortions glorieusement de la forêt dès le jour levé et que l'on nous faisait un excellent et chaleureux accueil à l'université de Saint-Martel. La soirée se ponctua d'étranges chuchotements qui trouvaient un écho fantomatique dans la caverne. Sans doute était-ce le vent qui, s'engouffrant par bourrasque dans l'abri, nous jouait des tours. C'est Géant qui, particulièrement dérangé par ces murmures, alors qu'Amaury disait ne pas les entendre, observa plus attentivement la caverne et nous fit remarquer qu'elle était plus vaste qu'il n'y paraissait. Nous confectionnâmes alors des torches à l'aide de morceaux de tissu, de cordes et de branches mortes pour explorer notre abri de fortune, à moitié par curiosité et à moitié pour nous assurer qu'elle ne servait pas déjà d'abri à quelques prédateurs endormis. À la lumière des torches, les aspérités et stalagmites projetèrent des ombres incisives et menaçantes, nous instillant l'effroyable sentiment que cette caverne était une gigantesque mâchoire s'apprêtant à nous avaler. Pourtant vaste et haute de plafond, elle semblait peu profonde et longer une sorte de falaise ou de coteau que je n'avais pas eu le temps de bien distinguer dans la nuit et la tempête. Fourbus, nous ne l'explorâmes que brièvement avant de déterminer l'ordre des tours de garde. Amaury prendrait le premier, puis Géant, puis moi, et de nous installer près du feu pour dormir. Je me réveillais étrangement vaseux et me levais tant bien que mal. L'un des chuchotements m'évoquait un ricanement. Il m'effraya légèrement, mais après avoir suivi sa direction, je ne trouvai rien. Je revins alors près du feu et cherchai mes compagnons. Je les trouvais tous deux immobiles et l'air passablement incrédules, occupés à fixer quelque chose derrière un haut rocher anguleux. Géant, constatant qu'ils ne répondaient pas à mes interpellations, je décidai de les rejoindre pour découvrir ce qui accaparait tant leur attention. Derrière le rocher s'ouvrait un large accès en direction d'une galerie. J'en restai interdit un moment, et lorsque mes compagnons me remarquèrent enfin, nous confirmâmes tous les trois qu'aucun passage n'était visible à cet endroit précis lorsque nous l'avions exploré plus tôt. Au matin, la tempête s'était calmée, mais la pluie persistait. Aucun de nous ne souhaitait particulièrement la braver pour nous aventurer de rechef dans cette maudite forêt. Aussi, nous décidâmes de rester encore à l'abri. La journée s'écoula tandis que nous discutions pour la première fois relativement posément de ce qui nous arrivait, les trois jeunes filles, la forêt qui nous avait emprisonnés, les chuchotements et l'ouverture dans la paroi de la caverne. Amaury était obsédé par ce passage que nous n'avions pas remarqué. J'émettais l'hypothèse que notre grande fatigue et le manque de lumière nous l'avaient tout simplement dissimulé, mais lui insistait sur le fait qu'il était tout bonnement apparu. Et il tenait fermement à ce que nous l'explorassions. Selon lui, le passage semblait profond et lui suggérait même l'éventualité qu'il puisse nous mener hors de Mérigny. Géant, de son côté, ne voulait rien avoir à faire de plus que nécessaire avec ces étranges grottes aux inquiétants chuchotements, et souhaitait patiemment attendre la fin des averses sans rien faire, avant de nous aventurer sous les sombres frondaisons. Il semblait conserver un espoir forcené que si nous choisissions une direction dans la forêt et nous nous y tenions, nous en sortirions forcément à un moment ou un autre. Malgré moi, je connaissais dans son comportement l'obstination de celui qui tente de se convaincre de quelque chose auquel il ne croit pas. Je parvins finalement à établir un compromis et proposai de nous engager ensemble de quelques dizaines de pas et avec la plus grande précaution dans ce nouveau passage pour l'évaluer brièvement avant de revenir ici nous concerter. Amaury et Géant tombèrent d'accord et nous nous exécutâmes. Nous ne trouvâmes, au vu du lieu et de la situation,
Rien d'étonnant ni d'anormal, mis à part une légère occurrence de ces pénibles chuchotis. Amaury leva haut sa torche dont la flamme resta droite, n'indiquant pas la moindre trace de vent, et nous échangeâmes un regard inquiet. Dans la soirée, la pluie cessa enfin. Nous décidâmes de partir aux premières heures le lendemain. La nuit fut des plus étranges, non pas à cause d'éventuelles manifestations hérétiques, ni même de l'atmosphère angoissante de la caverne, mais à cause d'Amaury. Ce dernier, lors du tour de garde de Géant, s'écria soudain qu'on le laisse en paix, me tirant par là même d'un curieux rêve, et nous dévisagea de la plus méchante manière. Quand nous lui assurâmes que nous ne lui avons rien dit, il se renfrogna et fit mine de se rendormir. Durant mon tour de garde, il s'éveilla en gémissant de ce qui devait être un abominable cauchemar et se débattit de toutes ses forces jusqu'à ce que Géant ne le calme. Quelques instants plus tard, il se précipita à l'autre extrémité de la caverne en hurlant que quelque chose l'observait et lui jouait des tours. Mais il n'y avait rien. C'était le milieu de la nuit et nous le réconfortâmes tant bien que mal. Géant lui proposa un biscuit sec tiré de nos maigres provisions, mais Amaury, qui paraissait avoir retrouvé ses esprits, refusa poliment et exprima le plus grand regret de nous avoir ainsi tourmentés. Puis il offrit, comme il était certain qu'il ne pourrait plus dormir cette nuit, de prendre le tour de garde, ce que nous acceptâmes volontiers, une fois assuré qu'il était à nouveau lui-même. Je m'extirpai tout seul d'un lourd sommeil et constatai que le soleil était déjà assez haut. Amaury ne nous avait pas réveillés. Ah, pestant contre lui! Je réalisai soudain que je ne le voyais nulle part. Je le cherchai dans la caverne, et comme il restait introuvable, je réveillai Géant pour l'en alerter. Nous fouillâmes à nouveau l'endroit sans plus de succès. Nous supposâmes qu'il s'était aventuré dans la galerie inconnue, ou même hors de la caverne, et qu'il reviendrait vite. Mais au bout d'une heure, sans aucun signe de lui, il devint clair qu'il était perdu. Et lorsque nous découvrîmes sa torche éteinte négligemment jetée sur le sol de la mystérieuse galerie, non loin de l'ouverture, nous ne pûmes nous empêcher d'émettre de sinistres spéculations. Géant paniqua et voulut immédiatement fuir la caverne, mais je l'en empêchai, je l'enjoignis à se montrer brave, et fis appel à son sens du devoir, en lui rappelant les liens qui nous unissaient, lui, Amaury et moi, depuis l'enfance. Ce n'est qu'au terme d'une discussion mouvementée qu'il accepta de m'aider à chercher notre compagnon. Nous confectionnâmes plusieurs torches, garnîmes une bourse de petits cailloux ramassés au sol pour marquer notre chemin, et nous aventurâmes prudemment dans l'ouverture. La galerie n'était pas si large que dans mon souvenir, et nous en fîmes assez vite le tour. Dubitatifs, nous revînmes sur nos pas en tâchant de trouver ce que nous aurions pu manquer, lorsqu'un mouvement de torche révéla une ouverture que nous n'avions pas remarquée jusque-là. Encore une fois, et comme la veille, c'était un passage qui semblait avoir surgi de nulle part. L'ouverture était ovoïde et plongeante, et aucune des impressions qu'elle ne m'évoquait n'était encourageante. Comme il s'agissait visiblement du seul chemin, nous n'avions d'autre choix que de nous y engouffrer ou de nous en retourner d'où nous venions. Nous nous parâmes alors de tout le courage qui nous restait, et, le cœur palpitant, nous nous y engageâmes. À notre grande surprise, nous nous retrouvâmes dans un immense souterrain, alors que la petite ouverture laissait plutôt présager un boyau exigu et sinueux. Toujours alertes, nous avançâmes et remarquâmes quelques points éclairés sur le sol. Levant la tête, nous découvrîmes avec soulagement quelques puits lumineux, certes étroits, mais dont la présence nous fit comprendre que la surface était à portée, ce qui dissipa quelque peu notre sentiment d'enfermement et nous redonna du baume au cœur. En nous rapprochant d'une paroi pour mieux nous orienter,
Un léger murmure attira notre attention, et la torche de Géant éclaira fugacement un trait sur la pierre que j'aperçus du coin de l'œil. De prime abord, et voulant rester concentré, je n'en fis que peu de cas. Mais lorsque la lumière de ma propre torche illumina la paroi, Géant et moi-même nous arrêtâmes, bouche bée. Celle-ci était recouverte de peinture. Aussi loin que nos torches pouvaient éclairer, des motifs ocres, rouges et noirs décoraient la caverne dans un incommensurable camailleux de formes primitives. Même l'urgence de la situation ne put nous détourner de cette incroyable découverte. Géant et moi, tous deux férus d'art et d'histoire, étions effarés, saisis d'un curieux mélange de frayeur, d'intérêt et d'ambition. Nous venions manifestement d'exhumer les vestiges idolâtres de quelque archaïque peuplade païenne. L'université de Saint-Martel nous récompenserait sûrement pour une telle découverte. Une fois l'effet de surprise dissipé, notre esprit critique reprit le dessus et nous pûmes détailler les œuvres élémentaires laissées par des hommes en des temps immémoriaux. Ce qui nous frappa d'emblée fut la nature agressive et anguleuse des traits qui dégageaient une impression générale de férocité. Nous nous interrogeâmes sur leur caractère éventuellement allégorique avant d'en déduire que les dessins étaient globalement figuratifs. Ce qui nous glaça le sang, car ils représentaient des scènes épouvantables. Alors que nous prîmes en premier lieu les peintures pour des représentations séparées, nous comprîmes, au bout d'un certain temps, qu'elles constituaient une trame et racontaient une histoire. Nous trouvâmes ce qui nous apparut en être le début et repérâmes le sens de la lecture. Il s'opérait, semblait-il, de bas en haut, puis de gauche vers la droite. Les premières images montraient des scènes somme toute assez triviales de chasse, de cueillette et de communauté. Elles détaillaient sommairement, quoique avec un côté artistique étonnant de simplicité et d'esthétisme, la vie de ce peuple pré-chrétien. Mais le ton changeait assez soudainement, et lors de ce qui semblait être une messe ou une cérémonie rituelle, le soleil semblait brusquement avoir cessé de briller. L'astre était devenu noir, ou avait été occulté, nous ne pûmes le déterminer précisément, mais la terreur que cela avait causée était cependant bien explicite. Ce que nous identifiâmes initialement comme une éclipse se révéla être autre chose, lorsque nous comprîmes que les arabesques rouges sur la scène suivante représentaient des flammes. Les motifs dépeignaient en réalité la chute d'un météore qui avait causé la mort et la destruction au sein de l'antique Mérigny. Des flammes infernales avaient dévasté la forêt, tandis que l'obscurité s'abattait sur le monde et qu'une rage inique s'emparait du cœur de ces païens, les faisant sombrer dans la folie la plus totale. Le sujet des peintures passa ensuite des ravages de la catastrophe à des luttes fratricides sans merci. Ces idolâtres, qui vivaient jusqu'alors dans une relative harmonie, s'entretuaient désormais. Plutôt, ils se massacraient et s'adonnaient au carnage avec la même constance qu'ils avaient auparavant appliquée à la chasse. Vers le milieu de la caverne, nous tombâmes sur une scène particulièrement horrible et explicite, qui ne pouvait être qu'une dépiction de cannibalisme. L'une des peintures figurait alors, ce qui nous sembla très inhabituel pour cette forme d'art, une sorte de portrait. Bien que la rusticité des traits ne nous offrît que peu de détails, l'image prise telle quelle semblait dépeindre un visage dont les yeux étaient devenus noirs, entièrement noirs, s'entend, sans pupille ni iris ni sclère, ce qui nous plongea dans une certaine perplexité. Et dès lors, les personnages les plus sinistres, véritables agents du malin, étaient systématiquement représentés de la sorte. Le météore avait laissé d'étranges fragments,
représentés tantôt comme de grands monolithes, tantôt comme des formations cristallines, tous deux entièrement noirs. Et ces fragments paraissaient exsuder quelque chose. Nous doutions alors du côté figuratif de ces quelques dessins, mais le but était clairement de signifier que l'horreur apportée par le météore ne se réduisait pas à la destruction proprement dite que sa chute avait causée. La suite nous apprit que l'une des tribus ou factions de ces peuples primitifs fut rapidement victorieuse et absorba les autres. Mais une sorte de malheur s'abattit sur eux. Lorsque le soleil réapparut, ils ne le supportaient plus. Ils se réfugièrent dans des cavernes. Lorsque nous le comprîmes, nous échangeâmes un regard inquiet. Et c'est alors qu'ils changèrent. D'après les dessins élémentaires, leur silhouette s'était rabougrie et ils adoptaient des postures plus animales qu'humaines. À partir de là, les dessins eux-mêmes changeaient. Le caractère agressif s'accentuait, les traits se faisaient à la fois de plus en plus incisifs et de moins en moins précis, ressemblant par endroits davantage à des entailles qu'à de véritables tracés. Finalement, alors que les dessins n'étaient plus qu'amas d'informes gribouillis, les hommes dépeints n'étaient vraisemblablement plus des hommes. Ces êtres imberbes, à la stature voûtée, aux yeux entièrement noirs et aux mains griffues. Malgré l'incommensurable ancienneté de ces peintures, une hypothèse quant au sort d'Amaury poignit dans mon esprit, et l'expression sur le visage hâve de Géant m'indiqua qu'il la partageait. Tenter de retrouver notre compagnon disparu et nous enfoncer plus avant dans ces grottes immémoriales, n'allait-il pas nous exposer à un ancien maléfice, ainsi qu'à ses premières victimes ? De nous trois, c'était Amaury qui avait le plus étudié la chose martiale, et si l'un d'entre nous pouvait se tirer d'une telle situation, c'était bien lui. Mais justement, n'aurions-nous pas besoin de ses aptitudes guerrières pour survivre dans la maudite Mérigny ? Nous nous persuadâmes finalement de ne pas prêter trop d'importance à ces peintures rupestres. Nous n'allions pas nous laisser décourager par ce qui ne pouvait finalement qu'être les allégories artistiques et multimillénaires d'un peuple païen disparu. Résolus, nous nous enfonçâmes dans cette immense caverne et découvrîmes rapidement une nouvelle galerie. Au détour d'un coude du passage, mon pied se prit dans quelque chose, ce qui me fit trébucher. Géant se pencha pour m'aider à me relever, et pour prendre appui, je saisis ce que je pensais être une excroissance rocheuse de la paroi, mais qui bougea et cliqueta lorsque je la saisis et dont la texture lisse, presque polie, m'alerta immédiatement. Je tenais dans la main un tibia humain. Poussant un cri, je le rejetai vivement, et découvrais avec horreur que le sol était parsemé d'ossements à demi enterrés ou fichés dans la roche. La quantité était telle qu'il ne pouvait s'agir que d'un charnier ou d'une sorte de cimetière. Peu enclins à nous attarder sur cette macabre découverte, nous pressâmes le pas et, dans la foulée, nos torches illuminèrent un crâne. L'expression, mélange de stupeur, d'émerveillement et d'effroi qui s'imprima sur le visage de Géant, reste gravée dans ma mémoire. Il s'approcha du crâne et le saisit délicatement. Sa mâchoire inférieure resta prise dans le sol, en cours de calcification. L'os était difforme, la boîte crânienne bulbeuse et amoindrie laissait place à des pommettes saillantes, et une dentition plus proche de celle du loup que de l'homme. Les implications de cette découverte étaient si incroyables qu'elles nous échappaient, et nous décidâmes d'emporter le crâne avec nous. Trop volumineux pour rentrer dans ma sacoche, je l'enroulai dans mon écharpe
et l'attachait solidement à ma ceinture. Songer, ne serait-ce qu'un instant, à l'université et aux découvertes que nous comptions y apporter, nous fit penser à un retour à la normale et nous procura un petit soulagement qui raviva notre courage. Tout en progressant, nous discutâmes de ces ossements. Une fois le dégoût et les sentiments attenants évacués, nous étions étrangement rassurés, car l'extrême vieillesse évidente de ces ossements semblait signifier que cette peuplade païenne était éteinte depuis longtemps. Au fond de cette tortueuse galerie, nous fîmes notre troisième et dernière grande découverte archéologique. Aux côtés de vieux restes humains, nous commençâmes à trouver des objets de fer complètement rouillés, vraisemblablement des vestiges de casques et de pièces d'armure. Nous les étudiâmes et nous avisâmes contre un gros rocher une grande hampe de bois pourri au bout de laquelle un panneau sculpté affichait encore les lettres SPQR. Au pied de ce même rocher gisait un objet de cuir moisi et de bronze verdi, un glaive au fourreau. Je m'en saisis et dus tirer de toutes mes forces pour dégainer l'arme. La lame qui, tous ces siècles, avait été sommairement protégée par la gaine, était dans un meilleur état que les autres reliques, bien que tout de même fortement abîmée. Il n'empêchait qu'elle serait plus utile que mon vieux couteau si l'on croisait quelqu'un ou quelque chose d'hostile. Je décidai alors de l'emporter. Nous progressâmes encore un long moment dans ces cavernes, passant d'une galerie sinueuse à l'autre en trouvant de ci de là quelques ossements et vestiges romains. Parvenu dans un boyau particulièrement tortueux, la lumière de ma torche dévoila soudain un mouvement. Je tressaillis et levai le vétuste glaive, lorsque la torche de géant révéla une silhouette qui se dissimula immédiatement derrière un rocher. « Qui va là ?» criai-je. Et je reçus pour seule réponse une bien sinistre et curieuse éructation, tenant plus du gargouillis que du grognement, comme si l'on tentait de s'exprimer à travers des organes qui ne sont pas destinés à cela. Géant, pauvre diable, voulut fuir, mais je persistais, emporté par un courage qui me fit éprouver une certaine fierté. J'annonçai de mon ton le plus autoritaire que nous cherchions notre camarade égaré, mais obtins la même répugnante réponse. Lorsque je m'approchai du rocher, la chose en bondit, me bousculant et fonça sur Géant. Ce dernier lui hurla de le lâcher et se débattit de toutes ses forces. Et à mon grand dam, je restai pantois. Ce n'était pas la terreur qui me paralysait ainsi, non, c'était la surprise et l'incompréhension, car la créature humaine accroupie sur Géant et qui le mordait sauvagement à la gorge n'était autre qu'Amaury. Je ne pouvais rien faire que murmurer pitoyablement, implorer Amaury d'arrêter son ignominie, tandis que Géant me suppliait d'intervenir. Finalement, mais bien trop tard, je frappai Amaury d'un coup de pied. Il l'encaissa en hurlant et se précipita sur moi. Mais il s'arrêta net et je remarquai, effaré, qu'il s'était lui-même jeté sur la pointe du glaive que je tenais en avant. Il recula en tenant sa blessure, et je distinguai alors ce qui était sans doute la chose la plus horrible qu'il m'ait été donné de voir. Ses yeux, autrefois bleus et vifs, avaient disparu pour laisser place à 2 flaques de poix noirs. Visiblement saisi d'une rage indicible, Amaury me chargea, mais je l'évitai, et dans sa précipitation, il trébucha sur le pauvre Géant, toujours à terre, et se fracassa la tête sur la paroi rocheuse. Le sang qui dégouttait de la pointe de mon glaive avait une curieuse consistance et était strié de veines noires qui semblaient presque animées de leur volonté propre. De dégoût et de peur, je jetai l'arme en direction du cadavre d'Amaury et restais un moment sur mes gardes, haletant, redoutant qu'il ne se relève, mais ce dernier ne bougeait plus du tout.
Je soupirais et accourais aux côtés de géants. En m'agenouillant, je sentis l'humidité à travers mes chausses et réalisais qu'une véritable mare de sang nous entourait. Le pauvre géant était déjà mort, exsangue. Il avait la gorge complètement déchirée. Je détournais les yeux de cet immonde spectacle, alors que mes tripes se nouaient. La réalisation égoïste qui me frappa alors de plein fouet et m'envoya dans les tréfonds d'une angoisse mortifère était que je me trouvais désormais entièrement seul dans ce vaste réseau de cavernes au milieu de ces bois millénaires. Partir à la recherche d'Amaury, la compagnie de géants, nos découvertes inattendues, tout cela m'avait distrait de l'effroyable réalité et avait repoussé les ténèbres envahissantes. Mais cela venait de s'évanouir comme de la fumée, me laissant entièrement et désespérément seul avec mon but initial, trouver un chemin hors de la forêt. Le désespoir avait pour ainsi dire anesthésié mon esprit. La peur était telle qu'elle ne me dérangeait presque plus. Et ces chuchotements, ces bruits furtifs, ces présences dans la caverne ne m'affectaient plus. De même, l'idée d'être sujet au même mal qui s'était emparé d'Amaury, sans doute ce qui avait corrompu les païens il y a si longtemps, ne m'effrayait presque pas. Je retrouvais presque sans peine mon chemin dans les obscurs boyaux rocheux et parvenais à l'entrée de la caverne en quelques heures tout au plus. Je me tins alors un long moment sur ce qui faisait office de seuil, avec, derrière moi, les ténèbres totales mais franches de la caverne, et devant, l'obscurité diffuse et rampante de la forêt. Voilà des jours que j'erre dans cet ignoble bois. Je me sustente de racines, d'insectes. Je n'ai ni la force, ni la volonté d'essayer d'attraper l'un de ces lapins galeux. Je trouve juste assez de nourriture pour ne pas mourir de faim. Ce n'est que lorsque la soif menace enfin de m'emporter et que je commence à accepter la mort, voire à la souhaiter, telle l'ultime délivrance, que je tombe sur une flaque répugnante, croupie à me tordre les boyaux dans la minute, mais qui me fait survivre et tenir quelques jours de plus. Et sont-ce même des jours? Je n'ai plus aucune notion du passage du temps. Je partage le mien entre apathie et frénésie. J'ai l'impression d'être suivi. J'entends comme des murmures, des bruits de pas, des feuilles qui bruissent, des branches qui craquent. Mais de même que dans les cavernes, je ne vois jamais rien ni personne. Comme si d'obscurs esprits goguenards s'amusaient à rester à la lisière de ma perception pour me rendre fou. La nuit, ces mêmes bruits deviennent terrifiants, et bien que l'abattement total ait émoussé l'effet de la peur, mon esprit n'en souffre pas moins. Parfois, le hurlement d'un loup me réveille, et je suis partagé entre terreur et espoir. Espoir de me retrouver la proie d'un prédateur efficace qui abrégerait mes souffrances, et d'une façon naturelle, j'aurais ainsi le luxe de périr d'une mort triviale. Mais je crains qu'un destin bien pire ne m'attende. Car la mort, en vérité, m'a déjà pris. Je peux encore me mouvoir, mais je ne suis qu'une enveloppe vide, et je pense qu'à bien des égards, mon corps gît au cœur de ces grottes,
aux côtés de mes compagnons. Ce qui me pèse le plus, en fin de compte, c'est la solitude. Et j'envisage presque de retourner aux cavernes. Je suis perdu. Je n'ai aucune idée d'où je suis et je ne peux me fier à aucun repère. Pourtant, j'ai l'étrange certitude que si je me mettais en route pour retrouver ces cavernes, je les trouverais, elles et leurs murmures rassurants.